Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les invités, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un vrai plaisir pour moi d'ouvrir ce colloque qui arrive évidemment à un moment extrêmement sensible pour le Royaume-Uni, mais aussi pour l'Union européenne et pour l'ensemble de ses États membres. Alors ce débat est organisé en étroite collaboration entre l'Institut d'études européennes, le Centre de droit européen de la faculté de droit de notre université. Je les remercie déjà chaleureusement pour cette organisation qui vient, on ne peut pas le savoir exactement au moment où on l'a organisée, mais qui vient à point nommé. Alors tout au long de cette année, vous avez tous suivi évidemment le dossier du Brexit avec ses convulsions multiples, mais aussi d'autres dossiers européens très importants, dont entre autres évidemment les élections européennes à venir et ce que l'on peut, me semble-t-il, quand même appeler une crise de l'Europe. Alors, l'ULB avait justement choisi comme thématique de cette année l'Europe de la connaissance, qui était à la fois une reconnaissance de l'importance du projet européen, des structures européennes pour une université comme la nôtre, mais aussi de nous positionner clairement dans un espace de la connaissance qui déborde largement de nos frontières. Cette année a été riche en activités et le sera encore d'ailleurs autour de l'Europe à l'ULB. Et je ne citerai que notre rentrée académique au Parlement européen avec la participation du commissaire européen à la recherche, le projet, ou peut-être plus que le projet aujourd'hui, puisque quel que soit le résultat de l'appel européen, nous avancerons avec notre université européenne que nous avons intitulée Civis, une université civique, puisque l'idée est de rassembler 8 universités européennes, dont l'ULB, dans un projet qui veut allier à la fois l'excellence de la recherche et l'implantation dans son environnement citadin, ce qui est symbolisé par l'idée d'une université civique, c'est-à-dire qui s'intéresse au monde dans lequel elle est insérée. C'est une alliance de près de 390 000 étudiants, 55 000 membres du personnel, qui favorise la collaboration transnationale à l'intérieur de l'Europe, le multilinguisme bien sûr, la diversité culturelle européenne et qui s'intéresse au monde et particulièrement au continent africain. Nous avons aussi, il y a quelques semaines, renouvelé nos Memoranda of Understanding avec les universités d'Oxford et de Cambridge en présence de leurs vice-chancellors respectifs, Louise Richardson et Stephen Toops, avec la présence de l'ambassadrice des États-Unis, Madame Alison Rose, et le soutien indéfectible de la Fondation Wiener-Anspach. Nous avons évidemment développé d'autres participations avec les universités du Royaume-Uni, dont nous restons très attentifs à l'avenir de nos collaborations, Brexit ou pas Brexit d'ailleurs. Il y a maintenant presque 3 ans que le référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union a eu lieu avec les résultats qu'on connaît et à 15 jours des élections européennes, dans une situation qui est devenue on ne peut plus confuse, il nous a semblé opportun de faire le point sur cet épineux dossier et je remercie les différents intervenants qui vont nous aider à démêler cet écheveau.
En premier, Monsieur Jean de Ruyt, ambassadeur honoraire, membre de l'Académie royale de Belgique, qui a eu une expérience considérable de l'Union européenne, puisqu'au cours d'une brillante carrière diplomatique, il a été à plusieurs reprises impliqué très étroitement dans les affaires européennes, notamment comme représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union entre 2007 et 2011, et avant ça, conseiller à la représentation permanente dans les années 80, directeur général des affaires politiques au ministère des Affaires étrangères à la fin des années 90. Il est actuellement professeur invité à l'Université catholique de Louvain, professeur au Collège d'Europe à Natoline. Il conseille le bureau d'avocats Covington Burlington ainsi que le bureau de consultance Matt Larty Associates, et je le remercie chaleureusement d'être parmi nous. Sir Michael Ley a également, quant à lui, une expérience considérable des affaires européennes, puisqu'il a été impliqué pendant plus de 30 ans dans les institutions, particulièrement à la Commission. Il a entre autres été membre du cabinet de plusieurs commissaires européens, directeur général adjoint à la politique de voisinage et directeur général pour l'élargissement de 2006 à 2011. Il est aujourd'hui, entre autres, professeur associé senior en études européennes à Johns Hopkins University CICE Europe et s'intéresse de très près au Brexit, mais qui aujourd'hui ne s'y intéresse pas. Et il commente régulièrement l'évolution de la situation dans les médias. Et je le remercie aussi très chaleureusement au nom de l'université d'avoir accepté notre invitation. Alors Marianne Donny, elle est chez elle, hein, bien connue puisque professeure ordinaire et ancienne présidente de l'Institut d'études européennes de l'ULB, membre de l'Académie royale de Belgique, où elle a entre autres coordonné une étude sur l'avenir de l'Union européenne. Outre de très nombreuses publications en droit européen, elle intervient très régulièrement dans les médias sur les thématiques européennes et tout récemment, on l'entend régulièrement sur le feuilleton du Brexit. Enfin, notre modérateur d'aujourd'hui, Olivier Debussy, qui est un journaliste de la Libre Belgique qui a une très bonne connaissance du sujet de ce soir, puisqu'il occupe au service international la responsabilité des affaires européennes dans ce grand média belge. Je vous remercie tous d'avoir accepté de participer à ce débat. Et Monsieur Debussy, je vous cède la parole et la conduite des opérations. Avant cela, je voulais juste faire un petit remerciement au service de l'université qui nous ont largement aidés à préparer cette journée, service de communication, particulièrement à sa responsable des événements Aurélie et Renaud Declercq qui l'a assisté avec énormément de dévouement. Je les remercie chaleureusement et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous, et merci pour votre présence ce soir pour un débat qui promet d'être intéressant parce que c'est un sujet absolument fascinant et passionnant. Je vais un peu vous expliquer comment va se dérouler la soirée. Chacun des intervenants va aborder le Brexit sous un angle précis pendant quelques minutes. Madame Denis va commencer, elle va nous parler de l'article 50 qui définit le processus de retrait, de la différence entre le processus de retrait et de la négociation de la future relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Oui, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et des implications de ce qui se passe maintenant, notamment en termes juridiques, avec la prorogation du délai de 2 ans qui était prévu pour négocier l'accord de retrait. Sir Lee, lui, va nous parler du Brexit vu du Royaume-Uni. Ce sera, je pense, une approche qui sera basée sur sa très bonne connaissance et du Royaume-Uni et des institutions européennes, mais aussi une approche personnelle d'un citoyen britannique. Et Jean de Ruyt, lui qui connaît bien les arcanes aussi de l'Union européenne, va nous expliquer comment
l'Union a mené cette négociation. Comment ça s'est passé exactement au niveau européen? Comment les Européens ont fait valoir leur point de vue et comment ils ont réussi ou pas réussi jusqu'à présent à obtenir un accord avec les Britanniques. Je vais d'abord donner la parole à Madame Denis. Une fois que les trois intervenants auront parlé, on laissera la possibilité à la salle de poser des questions qui, j'imagine, seront nombreuses. Madame Denis, je vous en prie. Merci beaucoup et je suis ravie d'être ici pour parler du retrait du Royaume-Uni. Je n'aime pas beaucoup le terme Brexit, même s'il est très souvent utilisé. Et effectivement, mon propos aujourd'hui est de recadrer ce qui se passe en revenant aux fondamentaux et donc aux règles applicables à un retrait d'un État membre, retrait qui a été rendu possible par le traité de Lisbonne et qui donc est inscrit à ce fameux article 50 du traité sur l'Union européenne. Le premier point à souligner, mais je dirais très brièvement, et je crois que M. Lee pourra expliquer comment ça s'est passé au Royaume-Uni, la décision de se retirer de l'Union européenne est une décision unilatérale de l'État membre concerné, qu'il doit uniquement respecter ses propres règles constitutionnelles. C'est donc un choix souverain que l'État membre concerné fait seul, sans devoir se concerter avec les autres États membres ou avec les institutions de l'Union, sans devoir indiquer la moindre raison pour décider de se retirer de l'Union. Tout ce que l'article 50 fait, c'est organiser la procédure à suivre lorsqu'un État membre décide de se retirer, et rien d'autre que ça. Alors, que prévoit cet article 50? La première étape de la procédure est la notification par l'État membre au Conseil européen, donc au chef d'État et de gouvernement, de son intention de retrait. Et un point très important à souligner, c'est que la notification, en tant que telle, ne change absolument pas la situation de cet État membre, n'a aucun impact sur l'application du droit de l'Union dans cet État membre. Cet État reste État membre à part entière. Le droit de l'Union continue à s'y appliquer de manière complète, avec tous les droits et toutes les obligations qu'il y a à faire. Et je reviendrai parce que ça a des conséquences, notamment pour le Parlement européen. Alors, puisqu'on notifie, quel est l'effet de cette notification? En fait, le principal effet de cette notification, c'est de déclencher des négociations à propos de l'accord de retrait. Et sur cet accord et sur ces négociations, il y a plusieurs points essentiels à mettre en lumière. Premier point, c'est à partir de la notification et pas avant que la négociation de l'accord de retrait peut commencer. Et là, il faut noter que lors de la campagne référendaire, il y a eu des mensonges, je sais qu'il y en a eu beaucoup, mais là, c'en est un particulièrement important. Les partisans du livre ont laissé entendre qu'en réalité, cette procédure n'était pas obligatoire et que donc, on allait pouvoir commencer par négocier et en fonction de ça, décider si on allait, oui ou non, effectivement se retirer. Ça n'a pas du tout été comme ça et les Européens, en dépit des tentatives de Mme May, ont dit « vous déposez d'abord votre notification et on négociera après ». Deuxième point qui a très fort surpris le Royaume-Uni, la négociation de l'accord de retrait est très différente de la négociation de l'adhésion, en ce sens que l'accord de retrait se négocie exclusivement avec l'Union européenne, qui a d'ailleurs désigné un négociateur unique, Michel Barnier, et là, sur les négociations, Monsieur de Reuil y reviendra, et on ne négocie pas avec les autres États membres. Et donc, Madame May, les Britanniques avaient un seul interlocuteur au nom de l'Union européenne et pas de ses États membres. Et d'ailleurs, cet accord est conclu uniquement au nom de l'Union européenne par le Conseil. Troisième élément, quel est l'objet de cette négociation? Là aussi, il y a énormément de confusion. En fait, l'article 50 précise bien ce qui doit être négocié, c'est un accord fixant les modalités du retrait. En d'autres termes, il s'agit de régler les problèmes qui sont soulevés, tant pour l'Union que pour l'État membre, par le fait du passage du statut d'État membre au statut de non-membre. Il ne s'agit pas
contrairement à ce que beaucoup pensent, il ne s'agit pas de négocier la relation future. Tout ce qui est précisé, c'est qu'on doit tenir compte du cadre de ces relations futures. Ce terme même indique bien que l'objet de l'accord de retrait, ce n'est pas de négocier les relations futures. Et d'ailleurs, pour les relations futures, il n'est absolument pas nécessaire qu'il y ait un accord. Quand on écoute les discours de Nigel Farage, par exemple, qui revient au premier plan, lui dit, après le retrait, ce serait très bien si les simples règles de l'OMC régissaient les relations. Mais ça, c'est deux questions différentes. Et donc, en réalité, il y a deux accords différents. Le premier, c'est le divorce, et l'autre, c'est les relations futures. Pour donner un exemple qui peut concerner très directement les universités, dans l'accord de retrait, il faudra déterminer dans quelle mesure les universités britanniques peuvent continuer à participer au programme existant. L'effet du départ. La question de savoir si dans les futurs programmes de recherche, le Royaume-Uni participera ou ne participera pas, ça c'est la question de relations futures et ça c'est l'accord futur qui devra le déterminer. Et donc là, je crois que c'est très important parce que quand on dit qu'on veut un no deal, il faut être clair de savoir si on veut un retrait, un divorce sans modalité de retrait ou si on ne veut pas d'accord pour les relations futures. Maintenant, il faut dire que là, il y a quand même dans l'accord actuel de retrait, certaines confusions, parce qu'on déborde quand même sur certaines questions qui ont trait aux relations futures, et ça a été rendu indispensable par la situation très compliquée et très spécifique de l'Irlande. À partir du moment où on gèle la situation de l'Irlande, on empiète déjà en partie sur les relations futures, et ça complique évidemment la situation. Autre point, l'article 50 limite strictement, enfin pas si strictement que ça, on pourra le voir, la durée des négociations, puisqu'il donne un délai de 2 ans. Pendant ce délai de 2 ans, de deux choses l'une, soit l'accord de retrait est conclu et alors le retrait prend cours à ce moment-là, à l'entrée en vigueur de l'accord, soit on ne peut pas conclure d'accord de retrait, et dans ce cas-là, l'article 50 prévoit que le retrait aura quand même lieu à l'issue d'une période de 2 ans qui, à partir de la notification, et donc autre élément essentiel, ce n'est pas parce que le Parlement britannique n'approuve pas l'accord de retrait que le retrait n'aura pas lieu. Ce retrait aura lieu, mais non organisé, non ordonné. Néanmoins, l'article 50, toujours lui, permet au Conseil européen de décider à l'unanimité de ses membres et en accord avec l'État membre concerné de proroger le délai de 2 ans. L'article 50 est muet, et vous remarquerez à quel point, très souvent, je dois dire que l'article 50 n'est pas très clair. L'article 50 ne précise pas dans quelles circonstances, pour quel motif, ni pour quelle durée, ni à combien de reprises le délai pourrait être prorogé. Autre question que n'aborde pas l'article 50, et qui a été très controversée, c'est celle de savoir s'il est possible de faire marche arrière et donc de révoquer la notification de retrait. Il ne l'interdit pas, il ne l'autorise pas. C'est la Cour de justice qui a été amenée à se prononcer sur cette importante question dans un arrêt du 10 décembre 2018. Elle a jugé, et certains ne sont pas d'accord, mais c'est elle qui a dit le droit, que l'État membre a le droit unilatéral, de même que le retrait, la décision de se retirer est un droit unilatéral, la révocation de cette décision de retrait est aussi un acte unilatéral que l'État membre a le droit d'activer aussi longtemps qu'un accord de retrait n'est pas entré en vigueur ou tant que le délai de 2 ans, éventuellement prorogé, n'a pas expiré. Ça, c'est donc vraiment le cadre tout à fait dans lequel se sont situées ces négociations. Alors, où en est-on maintenant et quels sont les problèmes que pose la situation actuelle? La notification a eu lieu le 29 mars 2017 et donc, normalement, le retrait du Royaume-Uni aurait dû prendre effet le 29 mars 2019. Néanmoins, et je ne vais pas entrer dans les détails, ce sera nettement expliqué par la suite, Madame May n'est pas parvenue,
malgré 3 tentatives, n'est pas parvenu à faire approuver l'accord de retrait par le Parlement britannique. Face à cette situation, on aurait pu envisager un no deal, c'était parfaitement possible, mais cette situation a inquiété tout le monde, et donc, à 2 reprises, le Conseil européen a accordé un délai supplémentaire, d'abord à 2 dates possibles, 12 avril ou 22 mai, mais ces 2 dates-là ne sont plus d'actualité. La dernière décision du Conseil européen consiste à donner un délai flexible qui peut aller jusqu'au maximum au 31 octobre prochain, mais ça a une conséquence extrêmement importante, c'est que puisque le Royaume-Uni reste toujours État membre à part entière de l'Union européenne jusqu'à soit l'entrée en vigueur de l'accord de retrait, si tant est que, suite aux négociations qui sont menées actuellement entre le Parti travailliste et le Parti conservateur, un accord est trouvé sur cet accord de retrait, ou jusqu'au 31 octobre. Et donc, ça a comme conséquence inéluctable, avec tous les effets qui sont très difficilement prévisibles, que le Royaume-Uni a l'obligation d'organiser, de participer aux élections qui auront lieu entre le 23 et le 26 mai. Et il faut dire que là, les nouvelles sont un petit peu inquiétantes, puisque les derniers sondages donnent le parti Brexit de Nigel Farage de plus en plus en tête des sondages, puisque maintenant, il a 9 points d'avance sur les travaillistes. Et M. Farage a déjà dit que s'il gagne les élections, il veut avoir son mot à dire dans les négociations futures qui seront menées. Et là, évidemment, et je terminerai par là, le risque est que des députés britanniques, surtout des députés britanniques issus d'un tel parti, puissent interférer sur certaines décisions très importantes qui vont devoir être prises, comme la désignation du futur président de la Commission européenne et de la future Commission européenne dans son ensemble. Voilà, ça c'est juste pour situer le cadre dans lequel ces négociations se déroulent. Merci Madame Denis. Les applaudissements sont les bienvenus. Avant de donner la parole à Monsieur de Ruydt, je pense que ce serait peut-être opportun de donner plutôt d'abord la parole à Michael Lee pour avoir le point de vue britannique sur ce qui est en train de se produire maintenant, sur les raisons du Brexit. Comment expliquer qu'un État membre qui était dans l'Union depuis 1973 décide de la quitter alors que c'est un État membre important, et comment peut-on aussi expliquer qu'un État qui était réputé pour la force de sa diplomatie se retrouve aujourd'hui dans une situation de blocage qui a l'air quasiment complet. Monsieur Lee, vous avez la parole. Merci beaucoup et un grand merci à Monsieur le recteur pour les mots très gentils de bienvenue, et aussi professeur Wembeck pour l'invitation et pour son rôle, et à Jean aussi, Jean de Ruydt qui a joué un rôle très important. Professeur Denis a donné une vision très claire, très objective de la situation, donc je vais commencer avec quelques mots plus subjectifs. Et il y a beaucoup d'émotions derrière tout cela, je ne peux pas le cacher, mais je vais essayer quand même d'être aussi équilibré que possible. Puis je vais donner quelques explications de pourquoi on est parvenu au Royaume-Uni, au Brexit, et puis les perspectives, très brièvement. Je passe beaucoup de temps en Italie maintenant, et quand on dit molto brevemente, on sait qu'on sera encore là en 45 minutes, mais je serai vraiment aussi bref que possible. Quand les commissaires européens prêtent serment, comme ils vont faire cet automne, normalement, quand les nouveaux commissaires sont choisis, au début de leur mandat, il promet, et dans le serment, il y a des mots, il promet de ne solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ceci a conduit à l'habitude pour les fonctionnaires européens, tels que j'étais pendant beaucoup d'années, en parlant de leur pays d'origine, de se référer au pays que je connais le mieux. Ça, c'est la phrase consacrée qu'on entend tout le temps dans les réunions, dans les institutions. J'ai fait de même
en parlant du Royaume-Uni pendant de longues années, pendant ma carrière dans les institutions. Mais depuis le référendum de 2006, le pays où j'ai grandi n'est pour moi plus reconnaissable. Et j'ai pris l'habitude depuis de parler du pays que je connaissais le mieux. Mais heureusement, il y a un autre pays, la Belgique, où j'ai vécu et travaillé pendant plus de 40 ans, où je me suis marié. Je suis content que mon épouse soit là ce soir, où mes enfants sont grandis. Un pays que je connais encore mieux que le pays que je connaissais le mieux avant et dont je suis fier maintenant d'être aussi le citoyen. Brexit oblige. Alors, après ces quelques mots un peu subjectifs, quelques points rapides. Premier point, à mon avis, le Brexit n'était pas inévitable. Il ne découlait pas fatalement de l'attitude non engagée, ambiguë ou eurosceptique des Britanniques. Tout le monde qui a suivi ces affaires connaît la vieille blague concernant le titre du journal britannique « Brouillard dans la Manche, le continent coupé ». Tout le monde a vu ça. Est-ce que c'était vraiment... c'est non è vero e ben trovato. C'est seulement un reflet de l'attitude qu'on entend très souvent. Mais malgré cette attitude de détachement, ou comme on dit en Angleterre, demi-détachement, incontestable, il existe également, côte à côte, avec des points de vue sur l'Europe beaucoup plus positifs. Et pendant mes longues années d'expérience dans les institutions, j'ai constaté que le Royaume-Uni, au contraire des impressions qui sont assez générales, a joué un rôle constructif pour de longues décennies. Pensez brièvement un instant aux commissaires, quelques commissaires britanniques et leur rôle. J'ai eu la possibilité de travailler avec Lord Cockfield, Arthur Cockfield, qui était le bras droit à l'époque de Madame Thatcher, et qui, avec Jacques Delors, a vraiment lancé le marché unique. Ce qui est ironiquement maintenant, c'est notre Premier ministre britannique qui a fait une ligne rouge pour sortir du marché unique qui était créé très largement par l'un de ses prédécesseurs. Roy Jenkins, qui était président de la Commission entre 77 et 81, européen convaincu. Chris Patten, ancien président du Parti conservateur, dernier gouverneur de Hong Kong, et un avocat féroce de la PESC, qui était commissaire pour les affaires extérieures et qui était parmi ceux qui ont vraiment sémé les origines de la politique extérieure et de sécurité européenne. Léon Britton, qui nous a quittés tristement et qui défendait d'une manière farouche les intérêts commerciaux européens de par le monde. Neil Kinnock, l'ancien leader du parti travailliste en Angleterre, vice-président de la Commission, dont la réforme de l'administration européenne, encore aujourd'hui, porte le nom, après un fiasco majeur institutionnel qui a mené à la chute d'une commission européenne, un fiasco dans lequel l'Angleterre n'a joué aucun rôle. Et des milliers de fonctionnaires britanniques exceptionnels et engagés pendant toutes ces décennies. Nombreuses sont les politiques européennes qui portent la signature britannique. Donc, comme j'ai déjà dit, le marché unique. On peut aussi penser à l'aide au développement, la Convention Cotonou, qui était avant Lomé, ACP pour les pays africains des Caraïbes et de la Pacifique, qui est considéré un modèle dans le monde du développement et où le Royaume-Uni a joué un rôle très important. La politique régionale, qui est l'un des piliers de l'Union européenne,
qui a été développée suite à l'adhésion du Royaume-Uni. J'ai cité la pesque et même la politique de la pêche. Malgré tout ce qu'on entend aujourd'hui, les Britanniques ont joué un rôle pas toujours positif, mais quand même favorable au développement de cette politique. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. Donc je considère que, nonobstant les attitudes ambiguës au Royaume-Uni, qui sont incontestables, il a été possible pendant de longues décennies pour le pays de jouer un rôle très positif dans les institutions. Si le Brexit n'était pas inévitable, il découlait des décisions politiques mal inspirées, de la part surtout de 3 leaders. David Cameron, l'ancien Premier ministre, Theresa May, la Première ministre actuelle, et Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition, qui sont, à mon avis, collectivement et séparément responsables dans une très grande mesure pour la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous pouvons en parler plus tard si vous voulez. Cela étant dit, le tâche de ces leaders n'était jamais facile. Depuis longtemps, les 2 partis politiques principaux ont été divisés sur l'Europe. 2 tiers des députés au Parlement, tous partis politiques confondus, souhaitent même aujourd'hui rester dans l'Union européenne, bien qu'une majorité de l'opinion publique, une faible majorité, 52%, ont voté en faveur de quitter l'Union européenne dans le référendum. Et aujourd'hui, on ne connaît pas exactement les chiffres, ils flottent d'un jour à un autre, mais ils n'ont pas changé radicalement. Un jour, il y a majorité pour rester, un autre pour quitter. Mais donc, on a le Parlement grandement favorable à rester et l'opinion publique divisée, mais qui a voté par une majorité pour quitter l'Union européenne. Le Brexit peut être considéré comme la version britannique du nationalisme intolérant, souvent appelé le populisme, une expression qui est un raccourci utile, mais qui peut être contestée. Le Brexit et le populisme en général ont des origines similaires, à la fois économiques et identitaires. Le populisme est présent aujourd'hui dans beaucoup de pays occidentaux, bien sûr. En effet, l'opinion publique britannique est divisée à un tel point qu'un observateur belge récemment a comparé le Brexit au cas Dreyfus en France pendant la Troisième République, à la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, dans le sens d'une division absolument profonde dans la société où la cause apparente, en réalité, cachait des divisions beaucoup plus profondes. Pour conclure ces brèves remarques introductives, où allons-nous maintenant? La Première ministre et le chef de l'opposition veulent à tout prix éviter que le Royaume-Uni participe aux élections européennes des 23 et 26 mai. Pourquoi? Parce qu'ils craignent un échec écrasant pour les 2 partis politiques et la victoire des petits partis pro-européens et aussi anti-européens dans ces élections, où les 2 partis qui ont dominé la scène politique depuis très longtemps seraient vraiment mis à côté, et notamment le parti eurosceptique, le nouveau parti qui est inexistant du point de vue des structures de Nigel Farage, qui, comme le professeur Dornier nous a rappelé, est beaucoup devant même le parti travailliste dans les sondages. Ceci les pousse, les 2 leaders, à faire de grands efforts pour parvenir à une espèce de deal pour permettre l'approbation de l'accord de retraite de l'Union européenne par la Chambre des communes qui, comme vous avez bien rappelé, l'a rejeté déjà 3 fois. Dans cette transaction entre les 2 chefs de parti, l'essentiel du deal serait que M. Corbyn accepterait l'accord négocié avec l'Union européenne par Mme May. Jusqu'à maintenant, il a opposé farouchement. Et en échange de l'acceptation par celle-ci d'une union douanière, comme le modèle futur des
relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, le régime préféré de M. Corbyn pour les relations à long terme avec l'Union européenne. Donc ça, c'est le modèle du deal, grosso modo. Mais à mon avis, il serait pratiquement impossible pour les deux leaders, même s'ils arrivent à un accord entre eux, de convaincre le député au Parlement de voter en faveur d'une telle transaction. Il y a des objections à ce schéma de part et d'autre pour différentes raisons que nous pouvons explorer, si vous voulez, un peu plus tard. En conclusion, donc, le Royaume-Uni va probablement participer aux élections européennes qui auront lieu d'ici 16 jours. Un deuxième référendum pour en trouver une voie de sortie devient chaque jour plus possible, bien qu'encore loin d'être acquis, dans l'absence de toute autre solution. Et puis finalement, il y a un risque que nous soyons à nouveau, comme on dit en anglais, au bord de la falaise le 31 octobre, sans la certitude que le président Macron sera à nouveau disposé à accorder un temps supplémentaire après une autre 49e minute. Merci. C'était une intervention très intéressante sur un point précis. C'est le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, a beaucoup rappelé, souvent en conférence de presse, que le Brexit avait des implications économiques, a des implications politiques, a des implications juridiques. Mais ce qu'il faut toujours souligner aussi, c'est que cela a des implications humaines et que cela touche des gens des deux côtés de la Manche, qu'ils soient britanniques ou pas d'ailleurs. Je vais maintenant donner la parole à Jean de Reuil qui va un peu nous expliquer comment les Européens ont négocié, parce que d'abord, c'est un cas tout à fait inédit, un État membre qui décide de quitter l'Union européenne. On se trouve avec 27 États membres dont on sait qu'ils peuvent être très divisés sur une infinité de sujets. Je ne sais pas s'il était évident dès le départ de savoir qui négocierait au nom de l'Union. Et finalement, les Européens donnent l'impression d'avoir bien mené leur barque, si ce n'est que tout est là pour un accord. Le texte de 587 pages, je pense, existe, mais il est impossible de faire aboutir cet accord. Est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler comment ça s'est déroulé et apporter votre point de vue sur la manière dont les Européens ont négocié? La parole est à vous, monsieur l'ambassadeur. Oui, merci beaucoup. Et merci de m'avoir accueilli ici pour ce débat, surtout avec mon ami Michael, avec lequel nous discutons régulièrement du Brexit. Justement, à partir des problèmes économiques qui posent, nous sommes tous les deux dans un bureau d'avocats, dans le même bureau d'avocats, et il y a au moins une trentaine de collègues qui, pour le moment, ont le Brexit comme une de leurs principales activités avec leurs clients. Tout le monde était triste quand le référendum a donné le résultat qu'il a donné. Tout le monde était triste à Bruxelles, dans les bureaux de la Commission. Il y avait des gens qui pleuraient, des Britanniques qui tout d'un coup voyaient leur vie changer complètement. Mais en fait, tout le monde était triste. Tous les gens dans les institutions, c'est un peu compréhensible, mais dans les États membres aussi. Moi, ça m'a fasciné depuis le début d'examiner de près donc comment les 27 réagissaient et comment ils se sont comportés depuis le début jusqu'à la fin. La constante, et ça a un peu surpris tout le monde, c'est que pendant ces presque 3 ans maintenant, en réalité, les 27 sont restés très unis. Alors que dans d'autres domaines, il y avait beaucoup de divisions, des divisions Est-Ouest, des divisions Nord-Sud. Sur le dossier du Brexit, ils sont restés unis. Alors, je me suis demandé pourquoi. Et j'ai la chance que mon ancien adjoint, quand j'étais représentant permanent à l'Union européenne, Didier Seuss, dirige en fait la task force du Conseil de l'Union européenne qui essaye de maintenir la discipline dans les États membres justement sur le Brexit. Et donc il m'informe régulièrement de la réaction des États membres. Mais chaque fois qu'on se voyait, la principale conclusion était que on n'était pas parvenu à maintenir l'unité entre les 27.
D'abord, personne n'a voulu imiter le Royaume-Uni. Ça, c'est la première chose à remarquer. Au lendemain du référendum, bon, il y a quelques populistes qui ont haussé le ton, mais aucun État n'a même donné l'impression qu'il songeait à quitter. Au contraire, la réaction des 27 et des institutions européennes était, eh bien, puisque c'est comme ça, allons-y rapidement. Et en fait, on a pressé les Britanniques à déclencher la procédure de l'article 50. Comme Ariane Denis le disait, ce n'est qu'à partir du moment où la procédure est déclenchée qu'on peut commencer à négocier. Évidemment, les Britanniques, eux, étaient très surpris aussi. Bon, ils ont eu, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, il y a tous les problèmes de gouvernement qui ont abouti à la nomination de Theresa May comme Premier ministre. Mais enfin, eux étaient plutôt hésitants. Ils hésitaient même, ils auraient voulu avoir une négociation, disons, avant de commencer avant d'écrire la fameuse lettre qui déclenchait le processus. Par contre, les Européens étaient pressés et ils ont... En fait, c'est parce qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau européen à ce moment-là et que le Brexit venait un peu comme quelque chose dont on voulait se débarrasser pour pouvoir régler, pour pouvoir penser à l'avenir de l'Europe. L'année 2016 n'était pas une année facile. On se remettait à peine du choc de l'immigration en Europe. Renzi allait perdre le référendum, ce qui a plongé l'Italie dans l'instabilité. La France, les Pays-Bas et l'Allemagne préparaient des élections pour 2017. Et puis, à la fin de l'année, il y a Trump qui est arrivé aux États-Unis et qui a remis en question très rapidement la relation transatlantique. Donc, on était dans une période d'incertitude, de déstabilisation. Et le Brexit venait se greffer là-dessus comme un irritant dont on voulait se débarrasser rapidement. Et les 27 ont donc facilement confié aux institutions de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas les 27 qui ont négocié, c'est, comme le traité le prévoit, c'est la Commission donc, qui a désigné son négociateur, Michel Barnier, qui a réuni autour de lui une équipe brillante de négociateurs. Alors finalement, c'est seulement le 29 mars 2017, donc 10 mois après que le référendum ait eu lieu, que the clock start ticking, hein, puisque c'est à partir du jour de l'envoi de cette fameuse lettre que les 2 années commencent. La première chose qui a dû se passer, c'était donc que le Conseil européen définisse les guidelines, les directives de négociation. Et en fait, ce processus s'est passé très rapidement. Les chefs de gouvernement ont simplement entériné en une demi-heure ce qui avait été préparé par les ambassadeurs et la Commission. Pourquoi ? Parce que très très vite, les 27 ont établi le cadre dans lequel la négociation devait avoir. Dès le mois de juin, donc juste après le référendum en 2016, le Conseil européen avait clairement indiqué ce qu'étaient ces lignes rouges. Je lis « Any agreement which will be concluded with the UK as a third country will have to be based on a balance of rights and obligations. Access to the single market requires acceptance of all 4 freedoms. » Et là, on n'a jamais quitté cette position, et c'est ça qui a maintenu aussi les 27 très unis, sauver, protéger le marché commun, et donc ne pas laisser les Britanniques, comme on le craignait, et comme d'ailleurs ça s'est vérifié, essayer de faire du cherry picking, comme on a dit, c'est-à-dire de prendre dans le système européen ce qui leur convenait et de rejeter ce qui ne leur convenait pas. Donc le Conseil européen et les 27 sont restés extrêmement fidèles à ces premières directives qu'ils ont lancées, donc ne pas détricoter
le marché commun, qui est en fait la base essentielle sur laquelle est fondée l'Union européenne. Alors, est-ce que ça s'est passé dans l'harmonie totale? Non, évidemment. Un participant à la négociation m'a dit, j'ai noté après que les 27 se soient mis d'accord sur les directives, on dit bon, il y a des pays qui sont plus durs que d'autres. La France et l'Allemagne à l'époque prenaient une position très dure, mais c'était à l'époque de l'élection de Macron en France. Les Pays-Bas, le Danemark, l'Irlande et la Belgique, enfin surtout la partie flamande de la Belgique, eux ont lobbyé pour qu'on commence très très vite la négociation sur la relation future, parce qu'évidemment, ce sont les partenaires commerciaux les plus proches des Britanniques. Alors il y avait les Espagnols qui avaient le problème de Gibraltar, et évidemment il y avait aussi les Irlandais qui avaient probablement le problème le plus difficile, celui de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, qui était ouverte donc complètement depuis l'accord du Vendredi Saint de 1999, et là on s'est mis d'accord, on a même exigé que dans l'accord de retrait, il y ait une sorte de contrainte juridique de ne pas prendre des décisions qui obligeraient de reconstituer cette frontière. Donc ça, c'était les directives qui ont été données, et les 27, en fait, ont continué pendant les 3 ans contre vents et marées à défendre ces positions. Bon, je passe rapidement sur la première phase de la négociation. Il fallait évidemment régler les questions financières. Bon, les Britanniques ont été difficiles au début puisqu'ils avaient promis que le Brexit allait résoudre tous les problèmes, qu'on allait pouvoir financer le National Health Service avec l'argent qu'on n'allait plus payer à Bruxelles. Évidemment, c'est pas vrai. Ils devaient payer. On a calculé quel était les sommes qu'ils devraient payer. Bon, ça a pris un certain temps, mais finalement, ils l'ont accepté, la méthodologie de l'Union européenne. On a aussi assez facilement réglé le problème des citoyens, puisqu'il y a les citoyens des 27 en Angleterre qui sont là depuis longtemps, souvent. Enfin, il y en a plus de 3 millions de tout genre. Si vous allez à Londres, c'est très difficile de trouver un bar ou un restaurant où ce n'est pas un Français ou une Roumaine ou un continental. Mais il y a aussi énormément de Polonais qui sont venus en Grande-Bretagne pour y travailler. Donc il y a toute une communauté très importante de plusieurs millions de personnes dont les intérêts devaient être défendus. Heureusement, il y a aussi sur le continent beaucoup de Britanniques, entre autres énormément de retraités britanniques dans les pays du sud de l'Europe, qui voulaient eux aussi évidemment que leur situation ne change pas. Et donc on a fait un accord réciproque assez facilement. Donc on en est arrivé finalement à la fin de l'année 2017 à plus ou moins avoir un accord sur cette première phase du retrait. Et donc, on a commencé à rédiger le fameux accord de retrait. Et Jean-Claude Juncker, le 4 décembre 2017, a invité Theresa May à déjeuner en disant, voilà, on va régler, on a fini cette première phase et on va pouvoir commencer la négociation sur la relation future rapidement. Malheureusement, pendant le déjeuner, comme vous le savez, Madame May a été interrompue par Arlene Foster, qui était la présidente du Parti des unionistes d'Irlande du Nord, qui lui a dit « Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord, je viens de découvrir cet accord que vous allez conclure. Je ne suis pas d'accord parce que, en fait, la solution qu'on avait trouvée, c'était que l'Irlande du Nord allait rester dans le système européen,
donc dans l'union douanière européenne, pour éviter qu'il y ait la frontière. Mais évidemment, du coup, on allait devoir créer une frontière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, ce qui, évidemment, pour le Parti unioniste, était un problème très difficile. Ce problème, on a trouvé une solution temporaire qui permettait de passer à la deuxième phase, mais ce problème, évidemment, de la frontière irlandaise allait perturber la négociation jusqu'au bout, et encore maintenant, ce problème n'est pas réglé. Mais voilà, nous sommes à la fin de 2007, donc le Conseil européen de décembre 2007 a entériné cet accord provisoire qui avait été conclu, et on se disait, voilà, on peut commencer maintenant la deuxième phase, et parler de l'avenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 6 mois, il ne s'est rien passé. À Bruxelles, on a attendu. Et puis on s'est rendu compte que, en fait, les Britanniques ne parvenaient pas à se mettre d'accord entre eux sur le statut futur, sur ce qu'ils... Voilà, c'est difficile de tenir un micro et d'ouvrir une bouteille. Ouais. Donc, les Britanniques eux-mêmes, je crois, ont découvert qu'ils n'avaient pas un accord, il n'y avait pas, contrairement à ce que le référendum avait laissé entendre, il n'y avait même pas 52% des Britanniques qui pensaient la même chose. Il y avait, disons, un tiers des Britanniques qui voulaient une solution dure, une sortie pure et dure de l'Union européenne. Il y avait un tiers à peu près qui pouvait accepter une solution comme l'Union européenne l'a proposée, et bon, qui sera celle que Theresa May finalement acceptera, et un troisième tiers qui, au contraire, voulait que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Et de ces 3 tiers, on n'est jamais parvenu à faire une moitié. Et donc, il a été très difficile pour les Britanniques de présenter une position. Il a fallu attendre le mois de juillet 2018 pour que Theresa May réunisse ses ministres dans sa résidence de Chequers et qu'elle les force à se mettre d'accord sur une proposition. Le problème, c'est que la proposition sur laquelle elle les a fait se mettre d'accord, plus ou moins, l'Union européenne ne pouvait pas l'accepter. En effet, c'est une proposition qui, justement, faisait ce que les Européens craignaient, c'est-à-dire le cherry picking. On prenait une partie du marché commun et une partie de l'union douanière sans vouloir assumer les responsabilités. Retrouver la liberté de conclure des accords commerciaux avec des pays tiers n'est évidemment pas compatible avec le maintien du Royaume-Uni dans l'union douanière. Le retrait du marché commun, même partiellement, n'est pas compatible avec le fait que le Royaume-Uni pouvait récupérer son contrôle sur l'immigration, puisque l'immigration fait partie des fameuses 4 libertés liées au marché commun. Donc cette proposition n'était pas acceptable, et il a fallu encore plusieurs mois avant qu'on arrive, mais de manière assez difficile et alambiquée, à un accord. Donc pendant toute cette période, pendant toute l'année 2018, les 27 sont restés unis, mais un peu perplexes devant la difficulté devant laquelle se trouvaient les Britanniques. Mais ils ont gardé donc cette position ferme que les lignes rouges devaient être respectées. L'accord final a été conclu avec Theresa May le 14 novembre et le Conseil européen l'a entériné le 25 novembre 2018. C'est une réunion qui en fait a été empreinte de tristesse. Le mot
que les représentants européens ont prononcé le plus souvent à cette réunion, c'était qu'ils étaient tristes de voir partir le Royaume-Uni. On disait, voilà, maintenant c'est fini, on a négocié le Brexit, voilà, c'est fini. Donc tout le monde était enfin, à la fois triste et inquiet aussi pour l'avenir, parce que la relation future, on en avait beaucoup discuté, aucune solution en fait pour l'avenir de la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni n'était meilleure que s'il restait dans l'Union. Donc, il y avait le Brexit, franchement, pouvait difficilement apporter quoi que ce soit qu'on puisse présenter comme quelque chose de positif pour l'avenir. Mais enfin voilà, c'était la situation, et on a renvoyé Theresa May avec cet accord, et comme vous le savez, donc Marianne Denis l'a expliqué, Theresa May a essayé de le faire passer au Parlement britannique plusieurs fois sans succès. À la fin, les Européens ont été obligés, parce qu'on approchait de la fameuse date du 29 mars 2019, ont été obligés d'accepter d'abord une petite transition et puis finalement une transition plus longue. Alors curieusement, donc c'est au Conseil européen à la fin de mars, donc quelques jours avant le fameux délai des 2 ans, et pour éviter qu'il y ait le saut dans le vide, hein, du cliff edge, on a accepté une prolongation. Alors il y a eu une discussion au Conseil européen qui est en fait intéressante, parce que c'est un peu le problème qui va se poser aussi pour l'avenir de la négociation avec les Britanniques. Donc il y avait le président Tusk, Madame Merkel et d'autres qui en fait étaient extrêmement attentifs à ne mettre aucun obstacle au Royaume-Uni, donc, et à laisser toutes les perspectives ouvertes pour l'avenir. Si les Britanniques changeaient de gouvernement, si les Britanniques décidaient de faire un deuxième référendum, il fallait laisser le temps que cela se passe pour que toutes les chances soient données qu'en fait la relation soit la meilleure possible. D'autres, par contre, menés par Macron, mais aussi notre Premier ministre, Charles Michel, étaient plutôt en faveur d'une prolongation courte. Bon, à la fois parce qu'ils se rendaient bien compte que une prolongation longue, à la fin de la prolongation, on risquait encore de ne pas avoir une solution. Il y avait quand même déjà presque 3 ans qu'on négociait. Mais surtout, ils avaient préoccupé que la présence britannique reste... les Britanniques restant dans l'Union européenne, donc continuant à participer à toutes les décisions, perturbent les décisions importantes qui doivent être prises à l'automne maintenant, donc les nominations prises après l'élection du Parlement européen, mais aussi le fameux cadre pluriannuel qui est toujours une négociation extrêmement difficile et sensible dans l'Union européenne. Donc l'idée que les Britanniques soient encore là inquiétait. Bon, finalement, Macron n'a pas eu raison, Tusk non plus. On a fait un compromis à la belge, comme on dit, et on a décidé que la prolongation se terminerait le 31 octobre. Pourquoi le 31 octobre? C'était un peu au milieu des 2 dates proposées, mais aussi parce que le 31 octobre est la date de la fin de la commission actuelle. Et donc, Jean-Claude Juncker pouvait prendre ses responsabilités jusqu'au bout. Donc voilà, nous en sommes là aujourd'hui. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire de la position prise par les 27? Donc cette unité curieuse, inattendue des 27 sur un sujet aussi délicat. Bon, la première explication, c'est que, comme je disais au début, on voulait se débarrasser d'un dossier difficile pour s'occuper plutôt des questions d'avenir, de tous les problèmes du futur. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est que je crois que les 27 ont compris très vite
que donner trop de latitude ou avoir une négociation trop ouverte risquait de menacer l'intégrité du marché commun, et donc tout ce qu'on avait déjà acquis au niveau de l'Union risquait d'être remis en cause. Ça, c'est la deuxième raison. Alors évidemment, au cours de la négociation, il est clair que personne, surtout vers la fin, quand on s'est rendu compte que les Britanniques avaient beaucoup de mal à se mettre d'accord entre eux, personne n'a voulu non plus être responsable, en prenant une position trop dure, d'obliger donc les Britanniques à accéder au no deal. Donc les 27 ne veulent pas, eux, prendre la responsabilité de ce qu'ils savent être une situation qui ne sera pas bonne pour l'avenir. Certains ont dit qu'une des raisons aussi de l'unité des 27, c'est que finalement, Theresa May n'a pas très bien fait son travail, que quelqu'un qui aurait eu plus d'empathie avec les chefs de gouvernement aurait peut-être mieux réussi à les diviser. Je ne suis pas sûr que cet argument-là soit très fort. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la tentation de suivre les Britanniques dans l'exil n'est plus partagée par personne au niveau de l'Union européenne. Même des eurosceptiques, comme vous l'entendez d'ailleurs, ont changé de ton à ce sujet-là. Même Marine Le Pen, Orban et des gens comme ça disent non, on est eurosceptique, mais ça ne veut pas dire qu'on veut quitter l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que, en fait, les 3 ans depuis le référendum sur le Brexit ont démontré ce que mon ami Pascal Lamy disait à propos du problème, c'est que, en fait, un État membre qui veut sortir de l'Union européenne, au point d'intégration où on en est, c'est comme si on voulait sortir un œuf d'une omelette. Finalement, est-ce que cette belle unité va durer ? Le problème va commencer sans doute, les divisions vont probablement commencer quand on négociera vraiment le détail de la relation future. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, les intérêts là vont être très différents. Nos pays, à nous, très proches de la Grande-Bretagne, doivent évidemment maintenir en priorité les flux commerciaux entre eux, ce qui n'est pas tout à fait la même préoccupation de pays plus lointains. On verra ce qui se passe. Moi, en fait, le débat, bon, c'était un peu le débat déjà au Conseil européen à propos de la période de transition. Le débat en Europe est un peu entre ceux maintenant qui disent que le Brexit ait lieu le plus vite possible, qu'on en soit débarrassé. Les Britanniques nous ont ennuyés pendant assez longtemps, et donc on continuera à 27 et ce sera mieux comme ça. Et d'autres, par contre, qui disent non, on doit. Le Brexit est quelque chose qui est tellement négatif, tant pour le Royaume-Uni que pour nous, qu'on doit essayer de trouver tous les moyens d'empêcher que le Brexit ait lieu, donc de permettre le deuxième référendum, de renverser l'opinion britannique. Moi, je dois dire que j'ai hésité un peu entre les deux positions. Mon épouse est anglaise et quand j'ose lui dire ça, évidemment, elle est en colère parce qu'elle, évidemment, elle considère qu'on doit effectivement faire tout ce qu'on peut pour que les Britanniques restent. C'est aussi l'opinion de Michael, d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, l'intérêt de cette soirée réside dans les 3 exposés, mais aussi dans le fait que c'est un débat et donc que la parole va vous être accordée. On va peut-être fixer les modalités du débat. Il y a énormément de questions qui me viennent à l'esprit. Je suppose que c'est la même chose pour vous. Peut-être même que je me permettrai d'en poser quelques-unes moi-même à nos intervenants. Pour faire ça en bon ordre et pour qu'on retire le maximum de ce débat, pour qu'il soit le plus riche possible, je vais vous demander que votre intervention soit une question et pas un commentaire. On a souvent ça dans les débats, les gens qui ont quelque chose à dire, qui peut être intéressant, mais qu'on essaye d'avoir des questions, de préciser à quel intervenant la question est adressée, et puis c'est toujours plus cordial quand on se présente, évidemment, et de dire d'où on est et qui on est et d'où on parle. Ce que je propose, c'est que nous fassions des rounds de 3 à 5 questions selon la longueur des questions et puis que nos intervenants y répondent.
Bonsoir, Martine Parmentier. Je suis fonctionnaire européen. J'ai travaillé à l'élargissement pendant que M. Michael Lee était directeur général. Alors, je vais me permettre de lui poser une question qui va lui sembler très personnelle, mais en fait, je voudrais un peu comprendre quelles sont les raisons qui amènent des fonctionnaires européens, britanniques, à demander la citoyenneté belge, et surtout comprendre dans quelle mesure le Brexit les amène à faire cette démarche. Merci. Est-ce qu'il y a une deuxième question de la salle ? C'est anglais. Tout devant. Yves Angler, ma question s'adresse, je pense, le plus à M. De Ruyt. La décision des Européens de reporter la sortie du Royaume-Uni au-delà de l'installation du prochain Parlement me paraît une décision extraordinairement dangereuse pour l'avenir de l'Union. Et me semble-t-il, et c'est ça ma question, compréhensible uniquement s'il y a une arrière-pensée qu'il reste un espace pour que le Brexit ne se passe pas. Est-ce que c'est cette interprétation-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que ça comporte un risque majeur pour l'Union? Est-ce que l'interprétation est la bonne? Et est-ce que vous pensez raisonnablement que cette troisième hypothèse est possible? Est-ce qu'il y a une troisième question qui vient de la salle? Si ce n'est pas le cas, moi j'en ai une pour Madame Denis qui concerne l'article 50. Si je vous comprends bien, c'est un article qui est lapidaire et peut-être même lacunaire. Il est très court. Il donne les bases de la négociation du retrait d'un État membre, mais il n'en dit pas beaucoup. Alors pourquoi cet article n'existait pas dans les traités précédents? Pourquoi n'était-il pas prévu qu'un État membre puisse quitter l'Union? Et est-ce que les gens qui ont rédigé le traité, les diplomates et les fonctionnaires, ont été imprévoyants? Ils ont pensé que ça n'arriverait jamais, donc ils n'ont pas exactement précisé comment ça pouvait être prolongé, de combien de temps ça pouvait être prolongé et à quelles conditions? Ou bien justement, ils ont été très prévoyants parce qu'ils savent bien qu'au niveau européen, il faut faire preuve de souplesse. Je propose qu'on prenne les questions dans l'ordre. Et donc la première concerne les fonctionnaires britanniques. Je pense que, Monsieur Lee, vous êtes le plus indiqué pour y répondre. Voilà, plaisir de vous revoir. Question assez subjective. Moi, j'ai vécu maintenant en Belgique depuis plus de 40 ans. Tout le temps que j'étais à la Commission, en fait, nous étions mal informés parce qu'on croyait qu'on n'avait pas le droit de demander la citoyenneté belge parce qu'on n'était pas inscrit à la commune, mais seulement au ministère des Affaires étrangères. En réalité, on avait toujours le droit de s'inscrire à la commune, mais on ne l'avait pas dit. Donc, j'ai pris ma retraite il y a quelques années, j'ai pu m'inscrire à la commune, donc 5 ans après, j'avais le droit de demander la citoyenneté. Il me semblait qu'après 40 ans, avec mes enfants qui ont grandi ici, mon épouse qui est citoyenne belge. Mais au-delà de cela, notre Premier ministre a prononcé une phrase qui est devenue un peu trop connue. Elle a dit les citoyens du monde sont des citoyens de nulle part. Alors, mon attitude est complètement le contraire. Hein. Je me considère un citoyen du monde, un citoyen européen, un citoyen britannique et maintenant un citoyen belge. C'est une question de philosophie vis-à-vis de la vie et de la nationalité, de la multiculturalisme, ou bien une attitude beaucoup plus restreinte. Il y a un livre très intéressant autour du Brexit par David Goodhart qui s'appelle The Road to Somewhere et qui divise les gens entre ceux qui sont des gens qui sont des somewhere et des gens qui sont des anywhere. Et les gens qui sont des
des somewhere sont vraiment liés très étroitement à un endroit et leur identité est limitée à cet endroit. Et les gens qui sont des anywhere, qui peuvent s'adapter à différents endroits culturels, etc. Et voient la division sur le Brexit au Royaume-Uni, un peu une division entre les somewhere et les anywhere. Et il a analysé les résultats de la votation un peu dans ce sens-là. Tout cela étant dit, c'était le Brexit qui était le catalyste pour ma décision. Et là, il y avait un moment où il y avait des doutes quand Jean Doret a expliqué sur les droits de résidence des citoyens britanniques en Europe, le continent européen, et des Européens au Royaume-Uni. Et on ne savait pas si on allait garder ce droit de résidence. Donc c'était raison de plus pour demander la nationalité belge. Peut-être avant de répondre à la question de M. Anglers sur la prolongation et le risque que cela fait poser au fonctionnement de l'Union, je vais demander à Mme Denis de revenir justement sur ma question concernant l'article 50. Est-ce que les Européens ont été imprévoyants en faisant un article si court et finalement si peu précis, ou est-ce qu'ils ont été très prévoyants en se disant si jamais ça arrive, au moins on aura de la latitude? Mais d'abord, la première partie de la question, c'était pourquoi est-ce qu'on a introduit cet article 50 ? En fait, il faut déjà se rendre compte que c'est le résultat, une réponse à un euroscepticisme qui se développait déjà depuis le début des années 2000. Et donc, c'était l'idée d'inscrire dans le traité que l'Union n'était pas une prison et que le fait de rester dans l'Union européenne était une décision qui était prise par l'État et que les États n'étaient pas forcés de rester dans l'Union européenne. Mais en même temps, en fait, tout le monde a dit que c'était une espèce d'arme nucléaire dont on n'allait jamais se servir. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'inscrire une possibilité, d'en faire quelque chose qui n'était pas conditionné à la conclusion d'un accord tout en poussant un accord, mais finalement de se dire c'était pas nécessaire de régler en détail parce que, en définitive, si on savait que la porte était ouverte, personne ne voudrait la prendre, cette porte. Je vous remercie. Moi, je réponds à Monsieur le recteur. Donc, en réalité, c'est très, très curieux ce qui s'est passé. L'idée de la longue prolongation a été lancée par des gens dans les institutions européennes. Entre autres, le secrétaire général de la Commission, M. Selmayr, l'ancien chef de cabinet de Jean-Claude Juncker, pendant très, très longtemps, pendant des mois et des mois, lobbyait pour cette solution qui finalement est rentrée dans les esprits. Donc c'est pas Theresa May qui a demandé une prolongation. Évidemment, Theresa May, pour elle, la participation du Royaume-Uni à l'élection européenne était une catastrophe. Hein. Et on le voit bien maintenant. Son parti va perdre à peu près la moitié des sièges qu'il avait dans le Parlement européen. Donc, c'est pas une bonne chose. Mais donc, cette idée est comme pour répondre clairement, évidemment, cette idée est directement liée au renversement de situation. Donc, au souhait que, à travers un nouveau gouvernement et un deuxième référendum, le Royaume-Uni revienne sur sa décision et ne quitte pas l'Union européenne. Bon, évidemment, il y avait le soutien à cette position, je dirais, du fameux tiers des Britanniques qui veulent rester. Et ce tiers, avec l'espoir que ce tiers pourrait devenir une moitié au fur et à mesure qu'on se rend compte que le Brexit n'apporte que des solutions négatives. Donc c'était vraiment pour laisser le temps à la négociation. Donald Tusk, le président du Conseil européen, a approuvé et a pris sur lui donc cette position. Il a clairement dit dans la conférence de presse après le Conseil européen que donc pour lui l'idée c'était que ça donnait une chance de renverser la situation. Madame Merkel, qui a soutenu cette position aussi, je crois qu'elle, comme beaucoup d'autres États membres, c'était plutôt, disons, pour ne pas donner l'impression que c'était l'Union européenne, les 27, qui voulaient se débarrasser d'eux, disons. Allez, on vous donne toutes vos chances pour continuer. Mais dans les institutions, il y a eu cette manœuvre subtile
pour essayer de renverser la situation, ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a encore des questions de la salle? Madame et madame aussi. Bonjour, Aregna Vassartian, chercheuse au Centre droit européen. Je voudrais quand même revenir 2 secondes sur la question de la frontière irlandaise, une question pour soit Madame Denis, soit Monsieur De Ruyt. Et je me demandais très concrètement quelles sont les différentes solutions qui peuvent, qui devront à un moment donné être mises sur la table, parce qu'il faudra quand même à un moment donné répondre à la question. Sachant que pas tout le monde sera gagnant dans la partie. Voilà, très concrètement. Merci. Véronique Cabio, ULB, c'est une question à la fois pour M. De Ruyt et pour Sir Lade. À titre personnel, sentimentalement, émotionnellement, je suis pour qu'on fasse tout pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Mais est-ce qu'il ne faut néanmoins pas évaluer les risques de garder à bord un pays qui est resté dans l'Union européenne, et je vais un peu caricaturer, parce qu'il n'a pas réussi à en sortir? Est-ce qu'on peut imaginer que s'il y avait un 2e référendum, on aurait une vague gigantesque de pro-Europe? Quand on voit les résultats potentiels possibles de M. Farage, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'amener à bord des institutions européennes quelque chose qui va être un blocage permanent et qui va peut-être augmenter les populismes ou donner du grain à moudre aux populistes dans d'autres pays? Est-ce qu'il y a une 3e question rapidement? Bonsoir, Anissa Djelassi, étudiante dans le master en droit européen. Moi, j'ai une question qui peut s'adresser à tous les intervenants. C'est est-ce qu'on pourra en savoir un petit peu plus sur les conséquences du Brexit en matière de coopération pénale ou en matière de droit social européen? Droit social européen. On va prendre une dernière question de monsieur ici devant. Jean-François Anson, pensionné, retraité, pardon. Juste une question à monsieur Lay. Comment expliquer que dans le contexte actuel, où il y a quand même une réaction contre l'attitude de Mme May, qui est chèvre-choutiste, etc., de la part de la population, où on a vu des dizaines de anti-Brexit dans les rues, ce soit Farage qui mène, je dirais, les sondages pour les élections qui s'approchent? Voilà, 4 approches différentes, c'est très intéressant. On va essayer d'aller rapidement parce que nous avons peu de temps. Sur la frontière irlandaise, je voudrais bien juste compléter quelque chose. On essaye d'avoir une solution. Il y a celle dite du backstop, du filet de sécurité qui garderait l'Irlande du Nord dans l'union douanière et qui aurait un alignement réglementaire en partie sur les règles du marché unique. Les Européens disent que c'est absolument nécessaire pour avoir un accord. Or, les deux parties ont dit on ne veut pas de frontières, quoi qu'il arrive, on ne veut pas de frontières entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Que se passe-t-il s'il n'y a pas d'accord? Est-ce qu'on réinstalle une frontière ou de toute façon il faut quand même négocier, même en cas de non-accord, pour garder cette frontière ouverte? Je vais donner un premier élément de réponse, mais je crois que la question que vous posez est tout à fait pertinente. Qu'est-ce qui se passe en cas de no deal? Parce que là, les Européens ont dit on ne peut pas rétablir de frontières dures. Donc là, j'ai l'impression qu'on devra quand même trouver une solution, mais ça ressemble méchamment à la quadrature du cercle, puisque d'un côté, il y a le marché unique britannique et donc cette nécessité de ne pas rétablir de frontières entre l'Irlande et le reste du Royaume-Uni, et d'un autre côté, il y a la crainte, alors est-elle fondée ou pas fondée, mais en tout cas la crainte des Européens que si on ne prend pas des mesures, finalement, l'île d'Irlande dans son ensemble devienne une sorte de cheval de Troie à travers desquels toute la dérégulation que l'on craint qui puisse s'établir après le Brexit au Royaume-Uni, et certaines déclarations qui ont été faites de dire qu'on veut conclure des accords commerciaux à tout vent ou que l'on veut revenir sur des normes sociales, et ça répond peut-être aussi
en partie à cette question-là. Évidemment, au niveau de la protection sociale, la grande crainte des Européens, c'est qu'on détricote toute la protection sociale au Royaume-Uni et que peut-être ceux parmi la population anglaise qui a le plus voté en faveur du Brexit soient la première pénalisée, mais que donc aussi on crée un espèce de paradis social fiscal. Enfin, paradis social, ça dépend pour qui, mais aux portes de l'Union européenne. Et donc, beaucoup comptent, mais est-ce que c'est un leurre sur les nouvelles technologies, sur des systèmes? Mais on n'a jamais rien trouvé pour le moment de crédible. Et donc, peut-être que l'erreur a été de vouloir mettre ça dans la première partie des négociations et de se dire de ne pas se rendre compte que c'était intimement lié à la négociation sur le type de relations futures que l'on va avoir entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. C'est sûr que si on va vers une union douanière, on a moins de problèmes. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. En fait, la seule formule qui serait sans aucun problème serait le modèle norvégien et même le modèle norvégien plus. Mais alors, si c'est pour avoir un modèle norvégien plus, à quoi sert de quitter l'Union européenne? Donc, moi, j'avoue que c'est vraiment la question où je me dis, mais pourquoi n'y a-t-on pas pensé avant, et comment se fait-il qu'on ne se soit pas rendu compte qu'on allait là créer un problème qui est pratiquement insoluble? Mais peut-être que M. De Ruyt a des pistes plus intelligentes à nous soumettre. Personne ne veut. Voilà, donc, tout à fait d'accord. La seule chose que je veux ajouter, c'est que en réalité, le problème est devenu difficile, presque impossible à résoudre, parce que après avoir donc organisé sa snap election, Theresa May a perdu sa majorité au Parlement britannique et que pour avoir une majorité, elle avait besoin du Parti unioniste irlandais dont je parlais tout à l'heure, la dame qui a téléphoné. Donc toute solution qu'on aurait pu envisager et qui aurait pu résoudre le problème en donnant un statut particulier à l'Irlande du Nord par rapport au reste du Royaume-Uni, qui aurait pu être acceptable, je suppose, pour beaucoup de Britanniques. Mais les Écossais, d'ailleurs, étaient enthousiastes, ils auraient bien voulu avoir la même chose. Mais évidemment, pour eux, c'était impossible. Et donc, Theresa May ne pouvait pas l'accepter, puisque pour son allié, ce n'était pas possible. Donc, la seule solution, disons, aurait été d'avoir l'Irlande du Nord restant dans le marché commun, et la frontière étant alors dans la mer d'Irlande. Je propose qu'on réponde en dernier à la question de Madame. La question de Monsieur est intéressante. On a vu il y a quelques semaines des grandes manifestations à Londres de gens qui étaient favorables à l'Union, en tout cas favorables à un second référendum. Et les sondages annoncent que Nigel Farage, qui est un Brexiteur pur et dur, qui a créé un nouveau parti qui s'appelle très clairement Brexit Party, donc c'est très clair, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise, est en tête pour les élections européennes. Monsieur Lee, comment on peut expliquer ce paradoxe? Enfin, ce paradoxe apparent, en tout cas. Et si je peux, je vais répondre en même temps à des questions posées concernant le référendum et les raisons du succès de M. Farage. Si je peux commencer avec la question en général sur le référendum, est-ce qu'il y a des risques liés au référendum et l'idée de retenir un pays qui a envie de partir, les conséquences? Je suis absolument d'accord. Et bien que moi, j'aurais préféré que mon pays reste dans l'Union européenne, au point où nous en sommes, un référendum porte de vrais risques. Parce quels pourraient être les résultats? Soit il y a une petite majorité en faveur de rester ou de quitter. Ça ne va pas vraiment résoudre la question. Soit il y a une majorité vraiment claire et nette, au-delà de 55% par exemple, en faveur de quitter. Dans ce cas-là, le problème serait résolu. Parce que deux référendums auraient vraiment donné le non, le quitter. Mais les risques sont très grands. Et je pense qu'on va organiser un deuxième référendum seulement si toutes les autres solutions échouent. Parce que les risques sont là. Alors, concernant le succès de M. Farage dans les sondages, je pense qu'on peut répondre à la question à deux niveaux. À un niveau plus général, européen et au-delà de l'Europe, concernant les raisons pour lesquelles les leaders dits populistes ou bien nationalistes illibéraux
sont en train de réussir un peu, je ne dis pas partout, mais dans les sondages, dans ces élections, M. Salvini va sortir le premier, sûrement, en Italie. En France, on ne sait pas, c'est tête à tête, mais après les présidentielles, quand même, Marine Le Pen est au même niveau que Macron et va peut-être le dépasser, on verra bien. Ne parlons pas de la situation aux États-Unis. Donc il y a toute une série de raisons pourquoi ce genre de leader, maintenant, réussit à convaincre les publics, même dans les pays avec des vieilles traditions démocratiques. En plus, ces leaders sont plus malins et parlent mieux à l'homme de la rue, à la personne de la rue, que les leaders plus traditionnels. Ils sont plus malins, ils ont la facilité de langage. Il faut écouter M. Farage, il faut écouter Salvini. Hein. On n'est pas d'accord peut-être avec eux, mais la façon de s'adresser au public, les leaders des partis traditionnels n'ont absolument pas cette capacité de communication. Au-delà de cela, dans le cas spécifique du Royaume-Uni, le deuxième niveau de réponse, c'est l'échec, surtout du parti au pouvoir des conservateurs sur le Brexit. Et ceux qui sont favorables au Brexit voient les différents accords que nous avons discutés ici comme le trahison pur et dur du Brexit. Et ils croient que le genre d'accord qui est sur la table pour la période provisoire est Brexit in name only. Brexit seulement en nom, mais pas en réalité. C'est le trahison. Et puis, le deal éventuel avec le travailliste sur une union douanière que nous n'avons pas discuté, mais à mon avis n'est pas vraiment faisable en soi. Ça devrait être combiné avec pas mal de la législation du marché unique pour éviter le besoin de contrôle à la frontière. Donc ça aussi, c'est le plus grand trahison possible. Alors, et on est dans une ambiance de trahison, de langage de ennemi du peuple. Alors même le gouvernement maintenant est un peu rangé dans la catégorie de ennemi du peuple pour avoir trahi le seul et vrai Brexit. Et la Première ministre a encouragé cette façon de penser parce qu'elle prétend que seule sa version du Brexit est la vraie et que toute autre version est une trahison de la volonté du peuple. Alors on est dans ce genre d'ambiance. Et un leader du type Farage est très bien placé pour profiter au maximum de cette ambiance. Madame Denis, Monsieur De Reuil, vous voulez intervenir sur cette question-là précise, sur le référendum et sur les risques le temps court, je pense que nous allons déjà... Oui, non, je voulais juste m'excuser auprès de la question qui avait été posée pour les conséquences du Brexit sur l'avenir de la coopération pénale. Malheureusement, à ce stade actuel, on n'est pas en mesure de dire, parce que ça dépendra des différents scénarios. Est-ce qu'on aura un accord, pas un accord? Quelles seront les relations futures? Pour le moment, je crois que c'est un des nombreux points de pure interrogation que l'on a et sans réponse à l'heure actuelle. Voilà, c'est un sujet que nous n'avons évidemment pas du tout épuisé. Il y aura encore énormément de choses à dire sur le Brexit, sur comment ça s'est produit, sur est-ce que ça va se produire et de quelle façon ça va se produire. Avec un peu de chance, on aura l'occasion d'en reparler encore à l'automne. Enfin, avec un peu de chance ou un peu de malchance, puisqu'il n'y a toujours pas d'accord. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous remercie pour votre attention, ainsi que nos intervenants que l'on peut applaudir.